Bonjour à tous, merci d'être connectés en nombre pour la présentation du rapport annuel 2023 du Haut Conseil pour le climat, intitulé « Acter l'urgence, engager les moyens ». Donc nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure. Pendant ce temps-là, les membres et Madame la Présidente Corinne Lecquéré vont vous présenter les principaux messages clés, les principales conclusions du rapport annuel. À l'issue, nous prendrons une séance de questions à travers le chat. Donc, je reformulerai les questions pour les poser pour votre compte et les intervenants y répondront. Tout de suite, la parole à Madame la Présidente. Bonjour à tous et à toutes. Le Haut Conseil pour le climat est un organisme neutre et indépendant qui est inscrit dans la loi 2019 relative à l'énergie et au climat. Il a pour mission d'évaluer l'action publique en matière de climat, et ceci couvre la trajectoire de baisse des émissions, les puits de carbone, l'empreinte carbone, l'adaptation, les impacts socio-économiques des actions. Le Haut Conseil pour le climat met en perspective l'action de la France par rapport à celle des autres pays. Il recommande des actions et le gouvernement présente au Parlement, au CESE, les mesures mises en œuvre et prévues en réponse aux recommandations et propositions du Haut Conseil pour le climat dans les 6 mois. Dans son rapport 2023, le Haut Conseil pour le climat a d'abord revu la façon dont la France gère les événements météorologiques et climatiques qui la touchent, dans la perspective d'évaluer à l'avenir l'adaptation au changement climatique conformément à son mandat. Je vais passer la parole à Valérie Masson-Delmotte pour la suite. Merci beaucoup, Corinne. Et effectivement, donc l'année 2022 a été emblématique en France comme ailleurs dans le monde de l'intensification des effets du changement climatique. Donc cela a été une année record, exceptionnellement chaude. L'anomalie de température en 2022 par rapport au climat pré-industriel a atteint 2,9 degrés en moyenne annuelle. Une année aussi marquée par 3 vagues de chaleur et un déficit de précipitations important, environ 25% de moins en métropole par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Dans les outre-mer tropicaux, on a également enregistré des événements de fortes précipitations avec des inondations importantes. Et l'ensemble de ces événements, de ces caractéristiques, font partie des caractéristiques attendues de la trajectoire de réchauffement due aux activités humaines. Le réchauffement climatique causé par les activités humaines est plus élevé en France que la moyenne planétaire. Donc, sur la toute dernière décennie au niveau mondial, nous en sommes à 1,15 degré de réchauffement par rapport au climat pré-industriel. Mais en France, c'est déjà 1,9 degré, avec en métropole et dans les outre-mer, la France qui est particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique, et elle n'est pas prête à y faire face, comme l'année 2022 l'a démontré. Donc, en 2022, les événements météorologiques et climatiques ont eu des impacts graves sur les personnes, les activités économiques, les infrastructures et les écosystèmes. Notamment la sécheresse des sols exceptionnelle, avec le déficit de précipitations exacerbé par la chaleur, donc qui affecte la sécheresse des sols, qui a touché les 3/4 du territoire métropolitain. Pour certaines filières, les rendements de production agricole ont baissé de 10 à 30%. Et enfin, avec un recul majeur des glaciers dans les Alpes, la production hydroélectrique a diminué de 20%. L'ensemble de ces impacts ont nécessité des mesures d'urgence et d'indemnisation. Ces événements ont eu aussi des conséquences importantes sur la biodiversité, notamment les écosystèmes aquatiques. Les dispositifs de prévention et de gestion de crise n'ont pas permis d'éviter toutes les conséquences de ces événements. Dans plus de 2000 communes, il y a eu de fortes tensions pour l'approvisionnement en eau potable, avec une interruption totale de service pendant plusieurs jours dans 7 communes, ce qui pointe les limites de capacité du dispositif de gestion de l'eau actuel, malgré la révision des dispositifs en 2021 à la suite des retours d'expérience de sécheresse antérieures récentes. Du fait des effets de retrait et gonflement des argiles liés à la sécheresse des sols, les dommages en bâtiment ont entraîné des demandes de reconnaissance de catastrophes naturelles dans 8000 communes.
On estime que ces dommages ont induit un coût pour les assureurs de 2,9 milliards d'euros en 2022. Et enfin, vous le savez, les conditions météorologiques propices aux incendies, donc chaudes et sèches, ont entraîné des feux de forêt affectant 72 000 hectares, excédant les limites des moyens français de lutte contre les incendies de végétation, avec des renforts de moyens étrangers qui ont dû être déployés. Et puis, les vagues de chaleur estivales ont entraîné, pendant ces vagues de chaleur, plus de 2800 décès en excès en 2022, avec également une surmortalité liée à la chaleur en dehors de ces pics de chaleur, et ce, malgré un dispositif de gestion sanitaire mis en place depuis 2004. Et enfin, donc, l'expansion du moustique tigre, qui est vecteur de maladie, a conduit à sa présence dans 72 départements en 2022. Cela a donné lieu à 60 premiers cas de dengue autochtone identifiés l'année dernière en 9 foyers de transmission en France, et notamment le plus important foyer de dengue jamais documenté en Europe. Donc, ces conséquences proviennent de facteurs climatiques générateurs d'impact, dont les caractéristiques, le temps de retour, donc la fréquence, l'intensité, vont dépendre du niveau de réchauffement planétaire et du niveau de réchauffement en France qui en dépend. Il est quasiment inévitable que le réchauffement en France dépasse 2 degrés à horizon 2030. Cela implique que les années extrêmes, comme 2022, vont devenir de plus en plus fréquentes et vont également s'intensifier. Donc, la figure que vous voyez montre les projections de réchauffement en France, au milieu pour un scénario intermédiaire qui est le plus proche des implications des politiques mondiales actuellement mises en œuvre dans le monde et sans renforcement. Nous représentons aussi les conséquences d'un scénario d'émissions qui augmenterait davantage, et enfin un scénario de forte baisse d'émissions, le seul qui limiterait dans ce cas le réchauffement planétaire nettement sous 2 degrés, en cohérence avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Donc vous voyez qu'il y a d'abord un réchauffement inévitable en France comme dans le monde, sur les décennies à venir, tant que les émissions mondiales de CO2 ne sont pas à zéro net. Il est aussi très net que, notamment après 2050, les choix qui sont faits en termes de trajectoire d'émissions mondiales de gaz à effet de serre ont des effets considérables sur les ampleurs de réchauffement dans le monde et donc en France. Sur la base des politiques actuelles, donc les projections pour la France font état d'un réchauffement qui pourrait atteindre donc 4 degrés, avec, encore une fois, dans un climat en France 4 degrés plus chaud, des années encore plus extrêmes. Sur la base de ces projections pour la France, peut-être un point à retenir, c'est que dans le climat d'aujourd'hui, la température record donc, a été atteinte en 2022. Il y avait même d'ailleurs 10% de chances que pour le climat d'aujourd'hui, il y ait une année encore plus chaude que 2022. À horizon 2050-2060, le record que l'on a connu en 2022 serait la température moyenne en France, donc pour un réchauffement planétaire qui, dans ce cas-là, atteindrait 2 degrés. Donc, ce qui est important à noter, c'est que par rapport à ces évolutions récentes, les impacts observés et les changements attendus, l'adaptation qui se fait aujourd'hui sur un mode réactif ne suffit pas à prévenir les impacts futurs, avec des enjeux importants, notamment sur l'équilibre du système d'assurance en France, qui, dans sa configuration actuelle, risque de ne pas être pérenne, compte tenu de l'accroissement de la sinistralité au fil des décennies. Donc cela souligne à quel point l'adaptation doit devenir transformationnelle. Le cadre de référence annoncé par le gouvernement pour guider une adaptation suivant une trajectoire de réchauffement de 4 degrés en France est cohérent avec les connaissances scientifiques, à condition de prendre en compte les risques supplémentaires de plusieurs natures, c'est-à-dire la variabilité naturelle qui se superpose à ces tendances et produit des années extrêmes comme 2022 pour le réchauffement actuel,
mais aussi les risques qui pourraient être associés à un renversement des politiques climatiques au niveau mondial, donc des émissions plus fortes, et enfin les risques associés aux incertitudes sur la réponse du climat et du cycle du carbone, qui pour un scénario d'émissions donné peut conduire à un réchauffement plus important que le plus probable. Donc s'adapter à un climat de 2 degrés est insuffisant en France, c'est pratiquement déjà le niveau de réchauffement actuel. Il est extrêmement important d'anticiper les événements extrêmes et leurs conséquences et de tenir compte des éventualités dont la probabilité est plus faible, mais dont les impacts seraient considérables. Donc une logique transformationnelle, cela implique d'inclure les connaissances scientifiques sur tout le spectre des évolutions possibles futures dans les décisions d'aujourd'hui, notamment pour des infrastructures à longue durée de vie, et d'anticiper les coûts en suivant une trajectoire de réchauffement en tenant compte des risques divers. Donc, par exemple, sur ce graphique, si on met en place une infrastructure maintenant, si on restaure une forêt actuellement, il est indispensable de tenir compte des conditions climatiques dans lesquelles ces infrastructures ou ces forêts se développeront sur tout leur cycle de vie. Donc, vous voyez que l'adaptation, elle est importante, mais du fait des limites également, elle ne peut pas être suffisante. Et limiter les risques climatiques, c'est aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre pour un point sur lequel chaque pays a son rôle à jouer. Et donc, je vais passer la parole à Céline Guivarch pour continuer sur le suivi des émissions de gaz à effet de serre en France. Bonjour, merci Valérie. En effet, une baisse rapide des émissions de gaz à effet de serre est plus que jamais essentielle pour contenir l'intensification des risques climatiques graves dans le monde et en France. Donc, si on regarde les émissions en France, la baisse des émissions se poursuit avec une baisse de 2,7% pour les émissions brutes, c'est-à-dire sans prendre en compte les puits de carbone. Ça correspond à 11 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2022. Donc cette baisse, elle est due à une forte baisse dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie. Je pense qu'il faut qu'on passe à la slide suivante. Merci. Donc cette baisse des émissions, elle est due à une forte baisse dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie, qui s'explique en partie par un hiver très doux qui a réduit la demande de chauffage, mais aussi par des mesures de sobriété prises en réponse à la hausse des prix de l'énergie et aux appels à la sobriété du gouvernement. Cette baisse a été en partie compensée par une hausse des émissions dans les secteurs des transports, qui continue son rebond post-Covid, et dans le secteur de l'énergie, dû à l'indisponibilité non programmée d'une partie du parc nucléaire et à la baisse de la production hydroélectrique due aux conditions climatiques exceptionnellement sèches. Pour l'année 2021, qui est la dernière année disponible pour les secteurs agricoles et terres, le secteur a vu ses émissions baisser, mais cette baisse a été plus que compensée par une réduction de l'absorption du carbone par les puits du secteur forestier et du changement d'usage des sols. Donc, cette absorption a diminué de 21%. L'empreinte carbone, qui, elle, inclut les émissions qui ont lieu à l'étranger pour des biens qui sont importés et consommés en France, cette empreinte, elle continue sa tendance à la baisse, malgré le rebond enregistré sur l'année 2021. Donc, sur le graphique que vous voyez ici, les données en pointillés sont des données préliminaires. Si maintenant on regarde les budgets carbone, la loi énergie-climat de 2019 a établi des budgets carbone par période de 5 ans pour la France, qui sont des seuils à ne pas dépasser. Donc, sur les années correspondant à la deuxième période, le deuxième budget carbone qui couvre 2019-2023, le budget carbone pour les émissions brutes, c'est-à-dire sans les puits de carbone, il est en voie d'être respecté, en partie à cause de la baisse des émissions dues aux restrictions imposées durant la pandémie. Par contre, pour les émissions nettes, si cette fois on prend en compte les puits de carbone, le budget est en voie d'être dépassé
comme vous le voyez sur l'image du bas. Il a été dépassé en 2019 et 2021. Bien que les données de 2022 ne soient pas encore disponibles, la sécheresse du printemps en 2022 et les incendies de l'été auront très probablement contribué à détériorer les stocks de carbone des forêts sur la dernière année. Les secteurs industrie, foresterie et changement d'usage des sols et déchets dépassent leur budget indicatif. Le secteur des transports le respecte, mais surtout pour des raisons conjoncturelles, la limitation des déplacements et de l'activité générale pendant la crise du Covid-19. Si maintenant on se projette dans le futur, les rythmes de baisse qu'on a observés, ils sont insuffisants pour atteindre les objectifs de 2030. Ils doivent presque doubler. La baisse observée pour les émissions brutes est de moins 9,1 millions de tonnes équivalent CO2 sur la période 2019-2022. La baisse attendue dans la stratégie nationale bas carbone actuelle, c'est-à-dire la SNBC2, est de moins 12 millions de tonnes de CO2 équivalent sur la période 2023-2030. De plus, l'objectif de 2030 a été renforcé en juin 2021 par la loi européenne sur le climat. Donc cet objectif, il doit encore être inscrit dans la révision de la loi énergie-climat et dans la SNBC révisée. Cet objectif, s'il est décliné pour la France, il implique une baisse de 17 millions de tonnes de CO2 équivalent en moyenne d'ici 2030. Donc le rythme de baisse des émissions brutes doit presque doubler et les puits de carbone doivent fortement augmenter alors qu'ils diminuent actuellement. Donc maintenant, cette année, le Haut Conseil pour le climat a développé une nouvelle méthode d'évaluation avec le suivi de l'ensemble des secteurs et des sous-secteurs d'émissions, ainsi que 34 indicateurs de changements structurels sous-jacents. Et on a évalué leur adéquation ou non avec les tendances de la SNBC. Donc, par exemple, pour le secteur des transports, ce sont ces indicateurs sous-jacents, ce sont des indicateurs qui suivent l'évolution des distances parcourues, de l'électrification des flottes de véhicules et l'évolution de leur consommation moyenne. Pour le secteur de l'agriculture, ce sont des indicateurs qui suivent l'évolution de l'usage des engrais azotés minéraux, des surfaces cultivées en protéagineux ou encore du cheptel bovin. Cette analyse a permis de montrer de nombreuses évolutions sous-jacentes qui sont trop lentes, voire pour certaines qui vont dans la mauvaise direction par rapport à ce qui est attendu dans la SNBC2. Ainsi, par rapport aux évolutions attendues, la consommation de carburant des véhicules augmente du fait de l'augmentation du poids des voitures. La consommation d'énergie dans les bâtiments diminue trop lentement. Le déploiement des énergies renouvelables augmente trop lentement. Pour le stockage de carbone, la mortalité des arbres est trop forte et la croissance des forêts trop faible. Seuls 3 indicateurs sur les 34 que nous avons suivis s'améliorent plus rapidement que ce qui est attendu dans la SNBC2. Regardons maintenant la baisse des émissions par secteur nécessaire d'ici 2030 pour atteindre les objectifs. Donc sur ce graphique, vous voyez en bleu les évolutions observées depuis 2019, moyenne annuelle. En jaune, les réductions d'émissions annuelles nécessaires d'ici 2030 pour atteindre les objectifs tels que dans la SNBC2. Mais donc, ces objectifs, ils doivent être relevés dans le cadre du paquet Fit for 55 européen. La répartition de la baisse en émissions dans ce cadre, il dépendra du choix du gouvernement pour les émissions qui ne sont pas couvertes actuellement par le système d'échange de quotas d'émissions. Donc, nous avons fait 2 hypothèses un peu polaires pour cette répartition.
soit une répartition dans la continuité de la répartition actuelle, ce qui conduit à des réductions qui sont en vert sur ce graphique, ou une répartition égale entre secteurs, qui est là en rouge. Donc, dans les deux cas, répartition en vert ou en rouge, les rythmes de baisse des émissions par secteur observés depuis 2019, ils doivent être rehaussés pour l'ensemble des secteurs, sauf pour le secteur du bâtiment. Pour les secteurs des transports et de l'énergie, la hausse est forte avec un facteur 3,5 à 5 selon le scénario. Dans le secteur de l'agriculture, les choix du gouvernement auront une incidence majeure sur le rehaussement du rythme de baisse des émissions qui se situe entre un facteur 1,25 et jusqu'à 3,5. Cependant, la baisse déjà constatée des puits de carbone implique que des efforts supplémentaires dans ce secteur seront nécessaires afin d'augmenter le stockage de carbone dans les sols. L'industrie doit aussi rehausser son rythme de baisse par un facteur 1,4 à 1,6. Les émissions du secteur du bâtiment sont les seules pour lesquelles le rythme de baisse actuel est compatible avec le rythme attendu en 2030. Par contre, dans ce secteur, le rythme de rénovation complète il est insuffisant pour continuer à atteindre les objectifs dans la durée. Les puits de carbone, eux, doivent fortement augmenter alors qu'ils diminuent actuellement. Donc voilà pour le constat sur les évolutions des émissions dans les différents secteurs. Je vais maintenant passer la parole à Benoît Leguet sur l'avancée du cadre d'action publique en France. Bien, bonjour à tous. Je vais prendre la suite de Céline pour vous parler du cadre d'action publique en France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter les puits de carbone tout en restant sur une trajectoire compatible avec l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Il faut de l'action publique et nous avons développé une nouvelle méthodologie d'évaluation de l'action publique. Donc une méthode qui finalement inclut le suivi des budgets carbone par sous-secteur et indicateurs associés, comme l'a présenté Céline, mais également l'appréciation du cadre d'action publique sous 5 axes essentiels. La stratégie, est-ce qu'il y a oui ou non une stratégie? La politique économique qui est associée, quelles sont les incitations qui sont envoyées aux acteurs économiques, les freins et les leviers qui sont identifiés, la question de l'adaptation et la question de la transition juste. Il ne s'agit pas simplement de réduire les émissions, d'augmenter les puits. Il faut en même temps faire de l'adaptation au changement climatique et s'assurer que la transition est juste. Donc on a appliqué cette année ce référentiel d'évaluation sous une forme réduite. On s'est concentré sur l'existence et la forme du cadre d'action publique. Et par ailleurs, on a examiné la mise en œuvre et l'efficacité des mesures sur des actions ciblées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la France? Premier constat, dans le cadre d'action des politiques publiques pour le climat se construit en France, c'est le premier constat. Pour le volet stratégie, qui est le plus développé, de nombreux documents stratégiques et des plans d'action ont été publiés. Ils sont généralement bien cadrés avec des priorités et des actions, et ils mobilisent les parties prenantes. Ce qu'il faut néanmoins remarquer, c'est que la cohérence et l'alignement des stratégies avec les objectifs climatiques ne sont pas toujours assurés. Par ailleurs, les dispositifs de suivi et d'évaluation sont souvent incomplets, ce qui rend difficile l'évaluation de l'atteinte des objectifs. Enfin, certains plans sont fragmentés ou peu opérationnels. Néanmoins, et il faut peut-être finir dessus, le cadre d'action se construit et mobilise les parties prenantes, ce qui est positif. Ça montre par ailleurs l'ampleur du travail à effectuer par le Secrétariat général à la planification écologique et la pertinence de ce nouveau morceau de l'administration qui doit maintenant délivrer. Deuxième constat, la stratégie n'est pas accompagnée d'une politique économique d'ampleur permettant de déclencher l'accélération nécessaire. L'examen des politiques pour les différents sous-secteurs, typiquement voitures et logements, montre l'existence de paquets de mesures, mais les incitations et moyens financiers sont insuffisants au regard des objectifs. Donc un soutien public supplémentaire est nécessaire et doit augmenter
pour atteindre environ 30 milliards d'euros par an en 2030, tous secteurs confondus, soit à peu près la moitié des financements publics et privés nécessaires. Et ça, c'est le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz qui le dit. Si on compare ce besoin de 30 milliards d'euros d'argent public, il faut le comparer aux dépenses défavorables au climat, qui en 2023 s'élevaient à 43 milliards d'euros pour le bouclier tarifaire, 10 milliards d'euros pour les niches fiscales identifiées dans le budget vert et un peu plus de 6 milliards d'euros pour les autres dispositifs. Enfin, la politique économique doit être transformée pour permettre d'atteindre les rythmes de baisse en émissions attendus et mettre en place une adaptation transformationnelle comme on a pu l'évoquer au début de la présentation. Et donc finalement, ce qu'il faut revoir, c'est la politique budgétaire, fiscale, commerciale, industrielle et celle de l'emploi. Troisième constat, sur les freins et leviers stratégiques à la transition, ils sont généralement identifiés, mais pas forcément traités de manière systématique. Alors, les freins et leviers, c'est tout ce qui permet d'accélérer ou au contraire de ralentir la transition. Donc, du côté du Haut Conseil pour le climat, nous avons répertorié un certain nombre de freins, de leviers dans tous les secteurs. Pour le seul secteur des transports, nous avons identifié une quinzaine de freins et de leviers à activer, ce qui donne finalement une idée de l'ampleur du travail à accomplir. Et nous avons examiné les différentes mesures mises en œuvre par le gouvernement pour voir si ces mesures anticipaient l'ensemble des freins et leviers. On a noté que les freins et leviers sont généralement identifiés, comme je le disais. Beaucoup sont néanmoins abordés avec des mesures ponctuelles seulement, par exemple des appels d'offres. La maîtrise de la demande fait l'objet de peu de mesures alors qu'on sait que ça va être un levier essentiel pour l'atteinte des objectifs. Par ailleurs, d'autres exemples, l'accompagnement des agriculteurs, c'est une source de blocage. Le développement des compétences dans le secteur du bâtiment est également une source de blocage, une source, disons, de frein à la transition. On passe maintenant du côté de l'adaptation au changement climatique, puisque nous avons également regardé ce volet. Ce n'est pas parce qu'on fait de la réduction des émissions, de l'augmentation des pluies qu'il faut oublier l'adaptation. Donc la contribution de l'adaptation, on a regardé la contribution de l'adaptation au respect des budgets carbone, et ce n'est pas aujourd'hui explicite dans le cadre existant. Donc on a uniquement regardé cette partie, en quoi l'adaptation contribue ou pas au respect des budgets carbone. Donc l'agriculture et les puits de carbone est le secteur le mieux couvert. En revanche, des secteurs comme l'industrie ou l'industrie de l'énergie ne sont absolument pas identifiés dans la SNBC. En tout cas, les risques ne sont pas identifiés. Et par ailleurs, les risques de maladaptation pour les budgets carbone ne sont aujourd'hui pas pris en compte. Typiquement, pour le confort d'été, s'assurer qu'en essayant d'augmenter le confort d'été, on ne veut pas détériorer les budgets carbone, par exemple en ayant recours à de la climatisation. Sur la transition juste, et ça sera mon dernier message, donc les politiques climatiques sont en général régressives, elles pèsent davantage sur les ménages modestes, et ce, malgré les efforts de compensation. C'est ce qu'on a vu en fait pour les différents sous-secteurs. Deux exemples, véhicules particuliers et logements. C'est vraiment ce qu'on a vu. Alors en particulier, ça s'explique par une offre qui n'est pas adéquate. Si vous voulez acheter un véhicule bas carbone, entre guillemets, c'est un véhicule en général lourd, coûteux. Il n'y a pas aujourd'hui, l'offre de véhicules petits, légers, abordables, bas carbone est aujourd'hui trop limitée. Par ailleurs, il faut ajouter que les capacités de réponse des ménages dans un contexte de forte inflation sont limitées et le deviennent peut-être de plus en plus. Je passe maintenant la parole à Jean-François Soussana pour faire une ouverture au niveau européen et international. Oui, merci Benoît. Donc, les constats sur le cadre d'action international. Tout d'abord, c'est que la multiplication des politiques publiques à l'international commence à faire infléchir les émissions mondiales. C'est la diapo suivante. Donc, vous voyez dans la figure la partie en rouge. Il s'agit des politiques publiques actuelles qui nous conduisent à une trajectoire qui est insuffisante, puisque cela nous conduirait à 3,2 degrés avec une marge d'incertitude assez importante entre 2,2 et 3,5 degrés Celsius de réchauffement. Voilà. On peut observer que les émissions de gaz à effet de serre augmentent aujourd'hui à un rythme moins élevé et que donc les politiques publiques des pays commencent à faire s'infléchir les émissions mondiales sans pour autant être suffisantes et nous mettre sur une trajectoire qui permettrait d'atteindre un réchauffement nettement sous les 2 degrés
Et là, c'est la partie en bleu de la figure. On a cependant un certain nombre de pays, dont la France, 18 pays, qui voient leurs émissions et leur empreinte diminuer depuis une décennie ou plus. On peut aussi observer un certain ralentissement de la déforestation, mais il y a encore une dégradation élevée des forêts tropicales et relativement peu de politiques qui couvrent le secteur des terres. Plus de 3000 lois climatiques ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes d'émissions d'équivalent CO2. Et il y a des avancées qu'on peut souligner, dont les partenariats pour une transition énergétique juste avec des pays en développement, on pourrait citer l'Afrique du Sud sur le charbon, et les nouveaux financements qui ont été annoncés aux États-Unis. Diapo suivante. Alors, comme on l'a dit, les engagements actuels ne suffisent pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et puis, nous observons que les engagements volontaires lors des COP, lors des conférences des parties climat, ne sont pas vraiment suivis. Par exemple, la France, parmi d'autres pays, se sont engagés à réduire de 30% les émissions de méthane d'ici à 2030, mais il ne nous semble pas que cet engagement soit réellement suivi et rapporté. De même, les engagements de neutralité carbone sont peu contraints quand il s'agit du secteur privé, de collectivités territoriales et ainsi de suite. Le reporting est trop faible. De plus, la COP27 n'a pas permis d'avancer sur des engagements de réduction d'émissions et en particulier sur le calendrier de la sortie des énergies fossiles, qui est évidemment un calendrier essentiel. Donc, il faut relancer la dynamique internationale en amont de la COP28 et c'est une recommandation que nous avons pour la France et bien sûr pour l'Union européenne. Diapo suivante. Alors, effectivement, nous observons que l'adoption de la majorité des textes du paquet européen pour 2030 Fit for 55 structure l'action de l'Europe et de la France. Il s'agit d'un développement positif qui clarifie comment l'Union européenne compte atteindre ses objectifs 2030, mais évidemment, il faut le traduire en mesures concrètes avec un plan d'investissement à l'échelle européenne qui n'est pas du tout présent et je vous renvoie au rapport récent de la Cour européenne des auditeurs qui souligne ce manque. L'évolution des mesures et des dispositifs dans les États membres avance, mais à un rythme qui semble aujourd'hui difficilement compatible avec les objectifs 2030 dans 7 ans. Il y a également, face à la guerre en Ukraine, face à la crise énergétique qu'elle a déclenchée, des risques de verrouillage sur la réponse de l'Union européenne, malgré le paquet qui a consisté à accélérer la réponse sur les énergies renouvelables, et ces risques peuvent résulter de nouveaux partenariats avec des États pétroliers. Donc il faut renforcer la position de la France à la COP28 sur la base du renforcement des objectifs 2030, et il faut bien sûr soutenir l'avancée du paquet européen Fit for 55. Voilà, donc je m'arrête là et je passe la parole à Corinne. Merci. Merci Jean-François. Il est donc grand temps, une avance s'il te plaît. Ouais, merci. Il est donc grand temps d'acter l'urgence et d'engager les moyens nécessaires au rehaussement de l'action publique en matière d'adaptation transformationnelle et de décarbonation accélérée en France et dans le monde. L'année 2022 a révélé les limites capacitaires de gestion de crise en France et fait ressortir plus que jamais le besoin de définir une politique économique d'ampleur permettant de déclencher l'accélération nécessaire à l'atteinte de l'objectif 2030 et la neutralité carbone en 2050. La loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat, la LPEC, la révision de la stratégie nationale de bas carbone, la SNBC, et la stratégie française pour l'énergie et le climat, la SFEC, sont des périodes d'opportunité à ne pas manquer pour concrétiser, systématiser et opérationnaliser les nouveaux objectifs. En résumé, donc, les principales conclusions du rapport sont les suivantes. L'adaptation en mode réactif et ponctuel qui est prévalent aujourd'hui ne suffit pas. L'adaptation doit changer d'échelle en devenant anticipatrice, préventive et transformatrice. Le cadre stratégique qui se construit doit être mis en œuvre de manière opérationnelle et systématique. Il doit être
accompagnée d'une politique économique d'ampleur permettant de déclencher les changements nécessaires à l'atteinte des objectifs climatiques. Et la dynamique internationale doit être relancée en amont de la COP28. Des 138 recommandations faites par le Haut Conseil pour le climat dans son rapport de l'année dernière, donc de 2022, 21 recommandations ont été entièrement accomplies, 59 sont en cours ou prévues et 44 ont été reprises en partie. Le Haut Conseil pour le climat a donc fait évoluer ses recommandations pour tenir compte des changements des actions qui ont déjà été mises en œuvre et des changements de contexte, et bien sûr à compléter ces recommandations avec de nouvelles recommandations sur la base des analyses faites cette année. Les principaux titres de ces recommandations sont inscrites à l'écran et se retrouvent aussi au niveau des secteurs dans le document dans l'ensemble. La réponse du gouvernement à ces recommandations est attendue dans les 6 mois, conformément à la loi sur l'énergie et le climat de 2019. Cette réponse se fait au Parlement et au CESE. Je rends donc la parole à Sylvain Mondon, directeur adjoint du Haut Conseil pour le climat.